Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Nous sommes en 2015, 11 février 2015, et en fait, 2015 marque le 10e anniversaire, si on peut dire. En tout cas, c'est une date qui mesure pour moi 10 ans. 10 ans de ma prise de conscience de la fragilité de notre monde et de la destination finale des conséquences de cette convergence de problèmes lourds auquel s'ajoute la géopolitique aujourd'hui. Vous le voyez autour de nous, c'est tout de même une période assez trouble. Nous avons des risques de guerre civile, de terrorisme, de guerre. Et tout ça, je l'avais expliqué pour ceux qui me connaissent et qui me suivent et qui ont lu mes livres. Je l'avais, je crois, bien vu et bien expliqué dans mon livre Survivre à l'effondrement économique. Alors, voilà, ça fait 10 ans que j'ai cette prise de conscience. Et je voulais revenir un petit peu sur ce qui m'a amené à avoir cette prise de conscience et également faire un certain bilan de où j'en suis, non pas pour ni me faire valoir ou me faire plaindre, on verra, mais simplement pour montrer comment, au fil du temps, on peut avancer sa préparation. Alors évidemment, mon cas particulier est, comme chacun d'entre nous, évidemment particulier. J'ai mes qualités, mes défauts, mes priorités, mes contraintes, mes, mes moyens ou pas. Ça dépend par rapport à qui et à quoi. Et donc, et le temps que j'ai pris n'est pas peut-être disponible à tout le monde ou pour d'autres, ce serait plus difficile, plus facile à voir. Donc, c'est vraiment un cas d'exemple. Je suis ni mieux ou moins bien préparé qu'un autre. J'ai ma préparation qui correspond à ce que je crois être les risques qui me touchent personnellement, moi, ma famille, mes amis. Et donc ma préparation, elle va aller vers ce que moi je pressens comme étant le problème. Pour d'autres, ça va être différent. Pour certains, ça va être plus facile. Pour d'autres, ça va être plus difficile. Donc voilà. Donc il y a 10 ans, 2005. 2005, c'est une année qui a marqué évidemment ma vie pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que nous avons eu la naissance de notre premier enfant, notre premier petit garçon. Et également, c'est l'année où je me suis marié. Il fallait régulariser un peu tout ça. C'est aussi l'année où j'ai vendu mon entreprise, où j'ai arrêté d'être entrepreneur. En tout cas, j'ai vendu l'entreprise que j'avais fondée en 2000 et que j'ai donc vendue aux États-Unis. Alors, ça a été une longue et difficile et âpre négociation, mais enfin, je suis content de l'avoir vendu parce que ça m'a dégagé et j'ai réussi à prendre ensuite entre 2005 et 2011 un emploi peut-être plus simple, plus stable, moins stressant qu'être chef d'entreprise, avec une rémunération plus stable et qui m'a permis d'avoir le temps de me préoccuper de cette préparation dont je vais vous parler. La raison pour laquelle il me fallait du temps, c'est qu'entre 2003 et 2005, j'ai commencé cette prise de conscience, donc de cette convergence de problématiques qui vont justement de la surpopulation, de l'exploitation effrénée des ressources et donc de la pénurie qui va arriver. J'ai pris conscience, mais déjà par mon travail, du nombre et de la quantité d'énergie que nous utilisons, bien sûr de la quantité incroyable de monde, voilà, de gens qu'il y a dans le monde et qui consomment et qui augmentent de cette consommation et qui veulent augmenter leur désir, par leur désir la quantité de biens et donc de ressources nécessaires pour les produire dont ils ont envie. Et, euh, et puis effectivement aussi les destructions écologiques. Et là-dessus, avec les mensonges de la guerre en Irak, en Afghanistan, du 11 septembre, et ainsi de suite. Et alors, plus on ouvre ces différentes boîtes, plus on ouvre, plus on se renseigne, plus on fait le travail d'information, plus on se rend compte que nous sommes inévitablement dans une crise financière larvée qui peut être le déclencheur de toutes les autres crises, y compris, et à mon avis, c'est ce qui se voit de plus en plus, des guerres, car la première puissance financière et militaire du monde, les États-Unis, ne peuvent pas s'effondrer simplement. Ils vont faire tout, et ils font tout, et ils ont fait tout pour faire tenir leur château de cartes le plus longtemps possible, et donc s'effondrer le plus tard possible, et si possible, entraîner avec eux
tous leurs sujets, tous leurs vassaux. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être vassal de qui que ce soit, il faut être indépendant et libre. Et donc ils vont tirer avec eux l'Europe, qui est leur vassal. Ils vont essayer de tirer avec eux la plupart des pays qui leur sont soumis. Et vous savez, en guerre, on sacrifie d'abord les mercenaires, on sacrifie surtout les troupes auxiliaires avant de sacrifier ses propres troupes. C'est normal. On ne sacrifie pas comme ça les troupes qui ont un lien avec les gens qui vous soutiennent. On va sacrifier d'abord les Freiwilliger allemands, les troupes auxiliaires de César. L'histoire est pleine d'empires qui demandent un tribut économique, mais surtout militaire. Et donc, en guerre, on va sacrifier toujours les autres, forcément. On sacrifie ce qui est loin plutôt que ce qui est proche. Et donc cette évolution de ma prise de conscience m'a fait réfléchir justement à ce qui allait devenir tout d'abord mes activités de conseil, mais aussi ce qui s'est transformé dans le livre, puisque je suis ici dans ma base autonome durable, je suis ici dans ma ferme, je vous montre un petit peu, c'est une journée magnifique de soleil dans les montagnes, vous entendez peut-être le bébé qui s'est réveillé, qui pleure, et visiblement personne ne s'en occupe, donc voilà. Mais bon, j'espère qu'on va s'en occuper d'ici, j'ai pas envie de couper cette vidéo, je suis bien lancé. Bref, vous voyez, le potager derrière moi est recouvert de neige, il doit y avoir bien 30-40 cm de neige cet hiver, c'est bien. La nature a besoin des cycles, en tout cas dans ces régions, et, enfin partout, mais en tout cas dans nos régions de montagne en Europe, la nature a besoin du cycle hivernal avec l'hiver froid, de la neige. La neige, c'est une réserve d'eau, et le froid permet aux arbres et aux plantes et au terrain de se reposer et de se régénérer pour préparer le printemps, la pousse, ce qui va nous donner, fin du printemps, début été et automne, les légumes et les fruits qui vont nous permettre de vivre. Voilà, les cycles de la nature sont importants. Ça aussi, ça faisait partie de ma prise de conscience dans les années 2000, prise de conscience écologique très forte. J'ai eu plein de prises de conscience et j'en ai encore aujourd'hui plein d'autres. Alors, ce qui m'a amené, il y a maintenant 10 ans, à me préparer, c'est effectivement la prise de conscience de cela liée à la fragilité de notre monde. Et quand on parle de fragilité, on doit se poser la question, ok, comment on va faire si une crise est courte et comment on va faire si une crise est longue? Alors, dans le cas de la crise courte, et je suis tout à fait d'accord avec tous les gens qui parmi vous parlent de préparation, c'est chaud, de préparation en cas évidemment de crise courte, une panne d'électricité, une légère pénurie d'approvisionnement, que ce soit l'essence, etc., qui pourrait bloquer un pays, une ville, une région pendant un certain temps, eh bien voilà, il faut avoir quelques stocks, avoir des réserves, avoir une certaine préparation, des compétences, etc. Donc j'ai commencé aussi par ça. Alors je me suis acheté, je me suis acheté un fusil d'assaut, un pistolet automatique, quelques stocks de conserves que j'ai mis à la cave. J'habitais à Genève, en ville, et bon, voilà, des médicaments de réserve, mais enfin rien de vraiment exceptionnel à partir de 2005. Et puis, j'ai commencé à réfléchir, voilà, j'ai acheté des armes, mais finalement, je ne sais pas très bien m'en servir, est-ce que je dois faire de la formation? Et puis, je me suis dit, mais si cette crise dure aussi plus longtemps, il faut plus de stock. Alors, j'ai commencé à stocker plein de trucs, des produits d'hygiène. C'est marrant, j'ai commencé par les produits d'hygiène, ensuite un peu plus de bouffe. Et puis ensuite, je me suis dit, mais comment je vais faire pour l'eau? Donc, pour de l'eau, il faut des filtres, et puis il faut des pastilles de purification. Enfin, j'ai commencé tout un raisonnement qui était fouillis, qui était très non structuré. Et puis, j'ai commencé à structurer un petit peu petit à petit mon esprit, parce que à la base, je suis cartésien, hein, j'ai fait des études de Polytechnique, tout à la base, j'ai fait des études scientifiques, je veux dire. Et puis, et donc, mon esprit n'aime pas trop le chaos, j'aime bien structurer les choses et surtout les raisonnements. Ça, c'est ma partie peut-être plus philosophique, littéraire. J'aime bien structurer le raisonnement, il faut que ce soit logique, j'aime bien les tenants, les aboutissants, peut-être en laissant une part au chaos. Mon côté italien existe toujours, mais enfin voilà. Et j'ai commencé à structurer, je me suis dit, mais au fond, on a besoin de sécurité. Si on a besoin de sécurité, on ne peut pas rester dans un endroit où il va y avoir du bordel, parce qu'il va y avoir du bordel. On le voit aujourd'hui, on le voit dans nos villes déjà maintenant, et ça c'est quand les frigos sont pleins et que les gens ont encore de l'argent. Même les gens qui n'ont pas d'argent, ils reçoivent de l'argent de l'État, donc c'est rien, vous avez aucune idée de ce que c'est que la pauvreté. Enfin, vous qui peut-être m'écoutez, qui êtes d'origine africaine, asiatique ou nord-africaine, ou du Moyen-Orient, vous savez ce que c'est que la pauvreté réelle. Mais la plupart des Européens, même quand ils vont en vacances, et quand ils vont en Afrique, quand ils vont au Club Med ou comme ça, ils ne voient pas réellement la pauvreté. Moi, j'ai eu la chance de voyager dans beaucoup de pays et j'ai eu cette curiosité d'aller me balader
Bon, alors d'accord, on est quand même un toubab, on se balade quand même relativement en sécurité, mais je me suis baladé dans des endroits où ça craint vraiment, et on voit vraiment une pauvreté impressionnante. Donc on n'a encore rien vu, mais quand ça va venir chez nous, le choc va être tellement violent que ça va amener des troubles, et donc il faut être loin de ces troubles. Et donc je me suis dit, bon, il faut se protéger de ces troubles. Alors j'ai cherché, alors au début je suis parti sur une approche paranoïaque, hein. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que je trouve une sorte de bunker, une sorte de l'armée suisse en Vendée, donc j'en ai visité quelques-uns. Est-ce qu'il faudrait que je trouve un bunker dans lequel je peux planquer des stocks et donc m'y rendre en cas de grosse crise? Puis ensuite je me suis dit, oui, mais si la crise dure longtemps, une fois que j'ai bouffé mes stocks, et c'est la critique des gens qui n'ont pas lu mon livre et qui disent oui, parce que les reportages qu'on voit à la télé, on voit souvent mes stocks de bouffe, etc. Parce que les journalistes, ils veulent montrer ça. Ils veulent montrer tes armes et tes stocks de bouffe. Ils s'en fichent du potager. Ils veulent pas voir ton approche résiliente. Ils veulent pas voir ton approche d'indépendance. Eux, ils veulent juste le sensationnel. Ils veulent montrer un mec parano qui a de la bouffe et des armes. C'est tout. Bon, alors on doit jouer le jeu. C'est comme ça si on veut faire parler de soi. Puis à la fin, ça fait vendre mes livres. J'en suis à plus de 50 000 en version française. Et ça marche dans les autres pays. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même du monde qui comprend la vraie démarche, qui est une démarche d'autonomie et de liberté. Alors, euh, le bunker, c'est pas une bonne solution. Ensuite, je me suis dit, bon, après tout, il y a des gens qui font du bushcraft, euh, ils vont dans la forêt, et moi j'ai regardé ma famille, et je me suis dit, mais jamais tu peux rester longtemps dans la forêt. Alors c'est très gentil, c'est très romantique, tu crapahutes, euh, pour les plus organisés, tu as un tipi, mais enfin tu commences déjà à te sédentariser quand tu as un tipi, hein, tu vois, quand tu as une petite hutte dans la montagne. Et puis alors, le côté dernier des Mohicans romantique, c'est bien. On apprend des compétences excellemment utiles. Chasser, faire des pièges, attraper les animaux, les dépecer. Mais vous ne vivez pas longtemps comme ça. Ou alors, c'est une personne sur 1 million. Enfin, j'exagère, peut-être une personne sur 10 000 qui est capable de vivre dans les forêts. Et puis, enfin, les forêts, elles sont pas, c'est pas de la source de nourriture incroyable. Au bout d'un moment, ça se calme. Et puis, moi, j'ai pas envie de vivre dans la forêt pendant des années. J'ai envie de garder la civilisation. J'ai pas envie de revenir à l'Indien avec son tomahawk et son arc. Non, non, non. Moi, j'ai envie ma douche chaude. J'ai envie d'une communauté de gens qui enverront les hommes vers les étoiles un jour. Enfin, vous voyez, j'ai de l'ambition pour l'être humain. J'ai pas envie de vivre. Alors, l'harmonie avec la nature, oui, mais avec quand même une certaine ambition. Nous sommes là pour dominer, maîtriser le monde, tout en le respectant. Mais on n'est pas là parce que si nous restons à vivre comme des troglodytes, où tôt ou tard un météorite viendra et niquera la planète, et notre espèce sera finie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a à foutre, ça va pas arriver dans les centaines. Oui, mais j'ai quand même une ambition pour l'espèce humaine. Moi, j'ai une conscience très forte de la race humaine, de l'espèce humaine, dans sa diversité, dans sa beauté, et, et son, son extrême particularité. Et bon, j'espère qu'un jour, nos ancêtres, nos descendants iront dans les étoiles et trouveront une certaine immortalité vers laquelle, je crois, nous sommes destinés. Mais tout comme les rats sont destinés, s'ils se développent correctement, à avoir leur immortalité également. Mais simplement, nous, les plus avancés qu'eux, et puis voilà. Et, euh, et bref, donc j'ai commencé à réfléchir, oui, alors il faut se fixer à un moment. Parce qu'on ne peut pas être nomade. Parce que être nomade, ça veut dire peu de choses, et on est simplement trop loin de cette culture-là. Nous ne sommes pas habitués, en tout cas je ne suis pas habitué, à, à vivre avec 50 kilos comme étant les seules choses que j'ai dans toute ma vie, et puis nous ne sommes pas dans un environnement. Et puis une tribu nomade qui existe, hein, il y en a en Afrique, il y en a encore quelques-unes, le jour où elle se fait submerger par la population de la ville, qui est en Toyota 4x4 et en Kalachnikov, euh, les traques pour piller la quelques oasis qui existent. D'ailleurs, les nomades ont des points fixes, hein, dans leur mode de vie. C'est pas purement du déplacement, il y a aussi des endroits où on se pose. Ben, face à les hordes de la ville en 4x4, être nomade, ça va pas le faire, parce que c'est pas avec 50 kilos sur le dos que vous allez vous défendre correctement. Donc il faut se fixer. Il faut se fixer pour avoir de la défense, il faut se fixer pour avoir de la protection, de l'abri contre la nature, de l'abri contre les gens, mais aussi pouvoir créer ces réseaux. Les réseaux, ils se font aussi, et notamment dans un endroit fixe, parce qu'on est enraciné dans un endroit. Et puis, la vraie autonomie, c'est l'autonomie pour l'eau, l'alimentaire, etc. On va faire la revue des points. Et donc, je me suis dit, mais non, il faut se fixer à un endroit. Et comme j'avais lu ce livre de Drac, euh, etc., sur qui parlait dans ce livre G5G qui est très bien, dans lequel
ils pondent cette idée de base autonome durable, finalement, ils ont raison. À un moment, il faut se fixer. Donc, je me suis dit, ah, mais c'est génial, c'est exactement ça, ce que je suis en train de. Ça cristallise une idée que j'ai dans ma tête. Et puis, alors, je me suis dit, bah, comment je vais faire la mienne? Donc, j'ai acheté cette. 2010, je crois, cette ferme dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est devenue ma base autonome durable. C'est un concept, hein, votre base autonome durable, ça peut être votre appartement en ville, ça peut être votre villa pavillonnière, ça peut être une maison de vacances, ça peut être plein de choses. C'est vraiment un concept, c'est une idée. Lisez mon livre si vous ne l'avez pas fait, vous comprendrez à quel point c'est flexible. Et les gens qui me disent, oui, mais on ne peut pas s'acheter une ferme comme toi. Ben non, si tu ne peux pas t'acheter une ferme comme moi, tu n'achètes pas une ferme comme moi, tu fais autre chose, tu fais différemment. Euh, il faut s'adapter en fonction des contraintes. Euh, et voilà. Et donc j'ai commencé à. Donc j'ai acheté cette ferme. Alors je suis passé par plein de tentatives infructueuses, des erreurs. J'ai évidemment. Le plus dur, ça a été de travailler le jardin pour son autonomie. J'en suis encore loin. Alors si je prends en revue maintenant, après 10 ans de réflexion, 5 ans de travail sur la ferme, 4 enfants qui sont nés, donc un temps fou. Heureusement que mes livres ont du succès, ce qui me permet d'avoir un tout petit peu de revenus pour ne pas travailler, ne pas retourner dans le monde du travail. En plus, ce serait vraiment alimentaire, donc je sais que je serais très très peu performant dans ce genre d'approche parce que j'ai besoin d'être motivé pour vraiment bosser, moi. Et, euh, le salaire ne me motive jamais assez, il faut plus que ça, il faut une vision, il faut des leaders, il faut des chefs qui me montrent voilà, la vision vers laquelle on va aller, je sais pas, conquérir la Pologne, un truc comme ça, quoi. Euh, Bref, le, si je prends les 7 points de la base autonome durable, vous avez 7 points importants. Les 7 points, c'est évidemment l'eau. Alors ici, dans les montagnes, j'ai une source. euh, j'ai évidemment pu acquérir les filtres, les récipients, les barils, les cuves de 1000 litres, etc., pour pouvoir stocker l'eau également pour le jardin. Mais au niveau de l'eau, euh, tant qu'il pleut encore, tant qu'il y a encore des hivers avec un peu de neige, là où je suis dans les montagnes suisses, c'est vraiment le point le plus facile. Donc je suis à 100% de ma préparation pour l'eau. Éventuellement, de temps en temps, chaque année, acheter un ou deux barils, un ou deux récipients à quelques dizaines d'euros chacun. C'est pas simplement pour être sûr qu'il n'y ait pas de la casse ou d'avoir de la redondance. Donc quelques jerrycans en plastique, quelques bidons, quelques filtres, remettre à jour les pastilles de purification si nécessaire. Mais enfin, ça reste d'ailleurs peu nécessaire dans mon cas de figure puisque l'eau est propre, etc. Donc, pour l'eau, 100% de préparation atteinte. Donc, je suis content. Deuxième point, la nourriture. Alors, par rapport à la nourriture, il y a deux éléments. Il y a d'abord les réserves, c'est-à-dire que vous stockez des réserves en cas de coup dur. Alors là, bien sûr, en 2014, avec la naissance, enfin, en fin 2013, la naissance de mon et vraiment ce sera le dernier enfant, euh, j'ai dû augmenter de un sixième, puisque nous sommes deux plus, donc maintenant trois plus un enfant, donc un sixième des réserves personnelles, plus j'ai continué à ajouter des réserves pour d'éventuels amis qui me rejoindraient en cas de coup dur, etc. Donc pour pouvoir partager avec quelques amis proches, quelques membres de ma famille. Donc, travail colossal, hein. Je viens de terminer cette semaine le rangement de ces réserves. Franchement, il doit y avoir des tonnes de boîtes de conserve et autres. Alors tout ça dans le contexte où je suis en train de faire un changement radical de mon mode de vie et d'hygiène de vie, et donc incluant la nourriture. Donc forcément, la rotation sur certains aliments, je l'ai arrêté. Il faut toujours faire une rotation pour que ce que vous achetez en premier soit consommé en premier. Et bien sûr, vous pouvez accumuler, mais certainement, vous ne laissez pas périmer. Alors pour les boîtes de conserve, on est tranquille, ça dure vraiment des années et des années, au-delà de la date de péremption. Mais enfin, il y a des produits, notamment des trucs un peu plus exotiques pour se faire plaisir, et puis qui sont aussi de l'alimentation qui correspond à ce que ma famille et moi consommons de manière régulière. Souvent, sont des produits qu'il faut tourner un peu plus souvent. Par exemple, de la choucroute, je sais pas, par exemple du lait de coco. Ça doit tourner. Et donc, comme j'ai quand même changé mon mode d'alimentation pour quelque chose qui est plus basé sur des fruits, des légumes, frais et de saison et de proximité, il y a un problème avec les boîtes de conserve. Comment je fais avec mes boîtes de conserve de mangue? Probablement, je ne vais plus en acheter. Je vais garder ou consommer celles qui sont là, mais je ne vais plus voilà, encourager le fait qu'on aille faire venir des boîtes de conserve de mangue ou de litchi ou je sais pas, ou de légumes voilà, de loin qui viennent chez moi. Je pense que c'est raisonnable
de se focaliser sur le local. Ça veut aussi dire que je dois apprendre à produire suffisamment de nourriture dans mon jardin, dans mon potager, pour avoir un surplus que je peux mettre en bocal pour l'hiver, notamment faire de la choucroute avec les choux que je produis en fin d'année, en septembre-octobre, pour tenir les mois où je n'ai pas de production, qui sont en gros les mois de novembre à mai, peut-être même jusqu'à juin, parce qu'en fait, si j'arrive à semer dans une bonne année en avril et dans une mauvaise année mai-juin, il n'y a rien qui pousse avant fin juin, voire juillet-août. Donc j'ai vraiment 6-7 mois ici dans les montagnes, c'est le défaut de la montagne, c'est qu'il fait froid, les hivers sont longs dans ces latitudes, de devoir produire suffisamment de nourriture pour avoir du surplus. Alors j'en suis pas là. Alors je m'amuse à faire des bocaux, même si j'ai pas de surplus, parce que je veux apprendre les compétences. Mais clairement, le jardin n'est pas encore suffisant. Alors la raison, c'est que j'ai pas eu le temps. J'ai aussi préféré apprendre sur des petites surfaces pour pas commencer à labourer. D'ailleurs, je ne laboure pas, mais j'ai pas envie de préparer des centaines de mètres carrés de terre alors que je peux ne travailler qu'une dizaine. Ça sert à rien. Donc, je laisse reposer la terre, je laisse des herbes sauvages et des fleurs là où je ne cultive pas. Et là où je cultive, chaque année, j'essaie de rajouter une rangée, j'essaie de rajouter quelques éléments. Par exemple, l'année dernière, j'ai rajouté plusieurs rangées de myrtilles, de framboises pour des fruits. J'ai bien travaillé les arbres, les pommiers. J'ai planté 2 pommiers supplémentaires. Il faudrait que je change. Bon, le cerisier qu'on a est vraiment en fin de vie, il est très vieux. Il faudrait le changer. J'ai rajouté des asperges. Il faudra plusieurs années pour qu'elles produisent, mais en tout cas, elles sont plantées. Et j'ai testé, ben voilà, pommes de terre, choux, ça marche très bien, haricots, etc. Donc chaque année, l'année suivante, eh ben, je vais essayer de plus en plus, plus de mètres carrés chaque année, de plus en plus en permaculture. C'est pas toujours facile parce que il faut vraiment comprendre quelles plantes sont pérennes, quelles autres plantes nécessitent d'être replantées tous les ans, lesquelles ne doivent pas s'hybrider avec d'autres. Par exemple, le brocoli, typiquement, si vous le laissez fleurir, ça va être assez compliqué. Il s'hybride avec ses voisins. Et souvent, les graines, j'ai appris ça, mais ne redonnent pas de plantes. Donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on arrive à faire quelque chose de pérenne? Donc c'est vraiment un travail qui demande de la réflexion, du test, de la mise en œuvre petit à petit, qui n'est pas évident. Ensuite, donc ça c'est la partie nourriture. Donc vraiment une approche, je suis loin d'être l'autonomie, mais je suis proche. Donc je dirais que pour les réserves, j'ai à peu près une année de réserve pour tous les gens que je suis censé accueillir et avoir près de moi en cas de crise. Donc une année c'est très long. Parce qu'en réalité, avec le jardin, on peut vite monter en puissance, avec beaucoup de graines que j'ai, etc. Donc une année de stock, c'est probablement 2 ou 3 ans de, pour compenser des pénuries, etc. Donc ça laisse le temps de voir venir. Et puis avec le commerce, on peut aussi s'arranger. Et puis on peut imaginer qu'une crise n'est pas si violente, qu'il n'y ait absolument qu'une nourriture. Ça, c'est l'extrême. On peut très bien imaginer que l'on puisse avoir une économie qui s'effondre partiellement, mais ici dans les montagnes, l'économie locale, des vaches, du lait, du fromage, puis aussi des potagers, elle va continuer. C'est pas la guerre thermonucléaire. Les ogives, elles vont pas tomber ici, normalement. Ensuite, point 3, c'est l'énergie. Non, pardon, l'hygiène et la santé. Alors là, ben, justement, cette mise en place d'un changement d'hygiène de vie, au-delà des quelques stocks de savonnettes et shampoings, enfin, ça, moi j'en ai pas besoin de toute façon de shampoing, mais au-delà de quelques stocks d'hygiène de base, de savon, etc., médicaments bien sûr, mais là aussi on ne peut pas stocker trop de médicaments parce qu'il y a quand même une péremption, notamment les antibiotiques, et puis c'est surtout une formation qu'il faut faire, apprendre. Alors j'en fais, j'ai un peu ralenti ces dernières années parce que j'ai trop de choses à faire, mais je continue cette formation d'urgentiste, de premiers soins, et, liste de quels médicaments fonctionnent pour quel problème. Mais surtout, j'ai mis en place un changement de vie pour ceux qui suivent ma page sur Facebook Gros, c'est une page que j'ai fait à part. Vous suivez un petit peu mon évolution et j'espère finir par écrire un livre là-dessus où j'explique comment est-ce qu'on peut changer son hygiène de vie, son mode de vie pour quelque chose qui nous rend plus sain, plus en meilleure santé, plus sain. Et donc quelque chose d'utile. Et donc ça implique beaucoup plus de sport, une alimentation différente, une mise en place par exemple, un meilleur sommeil, une gestion du stress. C'est un sujet très très vaste qui me passionne en ce moment.
et je vais continuer et aller de plus en plus longtemps. Ah, le menuisier qui est venu faire des travaux s'en va. C'est donc bientôt midi. Voilà, ça c'est le troisième point. Ensuite, le point 4, l'énergie. Alors là, pour l'énergie, c'est clairement quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. L'énergie, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord l'isolation de votre maison contre le froid ou le chaud. C'est le carburant pour éventuellement faire du chauffage. C'est la génération d'électricité. Parce que nous sommes dans un monde où nous avons l'habitude d'utiliser des outils et des machines électriques. Et éventuellement du diesel ou de l'essence pour les véhicules. Mais ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me préoccupe. Le jour où on n'a plus de voiture, on n'a plus de voiture, on va vivre différemment. C'est pas ce qui me stresse personnellement dans ma base autonome durable. Ensuite, pour la société dans son ensemble, évidemment, continuer à comprendre pourquoi nous avons dépassé le peak oil et pourquoi les hydrocarbures non conventionnels, en fait, ils sont en train de décroître très vite. Est-ce que ça va amener des chocs qui vont provoquer des effondrements? Oui, ça m'intéresse. Mais stocker dans des cuves des millions de litres de diesel, c'est pas pour pouvoir rouler en voiture. C'est pas du tout la logique que j'ai mis en place. Alors, pour l'énergie, j'ai la chance, et c'est là où j'ai investi le plus gros montant, c'est les panneaux solaires qui produisent de l'électricité. Un jour comme aujourd'hui, même sous la neige, ils produisent suffisamment de kilowatts pour faire fonctionner la lumière et quelques outils, quelques machines qui font gagner un temps fou. Machine à laver et le linge et donc machine à vaisselle. Ça, et frigo. C'est vraiment les trois trucs avec lesquels, plus la lumière, sont à mon avis indispensables. Le reste, franchement, on peut vivre sans. On peut vivre sans le frigo aussi, mais c'est quand même bien pratique. Et c'est pas extrêmement gourmand en électricité si vous choisissez un modèle qui est de classe A, A+, ou A++, je ne sais plus exactement. Combien de plus ils mettent après le A? L'isolation, ces fermes, elles étaient faites de manière extraordinaire il y a quelques siècles. Elles sont isolées à la laine de mouton, donc c'est bon. Mais c'est toujours... j'ai fait changer des fenêtres, j'ai fait vérifier la, la dispersion thermique de la maison, donc j'ai pu remplacer des joints, j'ai pu faire en sorte que la consommation soit faible, enfin que la dispersion de la température soit faible. Donc il faut peu de choses pour chauffer. J'ai stocké, coupé, stocké énormément de bois pour les réchauds à bois. Donc je suis avec un système de triple. J'ai de l'électricité, j'ai un réchaud à diesel qui chauffe l'eau, qui fait tourner les radiateurs, et en plus j'ai un poêle à bois dans chaque appartement, dans chaque pièce. Il y a trois appartements différents dans ma ferme. Et donc, en réalité, j'utilise très peu le bois, ou si j'utilisais du bois, j'utiliserais très peu le fuel. Donc, pour la chaleur et pour le truc, et puis de toute façon, j'ai un stock de pulls et de doudounes, donc on peut tenir l'hiver ici avec relativement peu de bois parce que l'isolation est bonne et on a besoin de peu de production énergique. J'ai changé mes chaudières pour des chaudières à basse consommation pour l'eau, des chaudières qui chauffent l'eau avec un système de pompe à chaleur, donc elles sont à très basse consommation électrique, très faible consommation électrique pour faire tourner la pompe à chaleur, électricité qui est produite largement en quantité suffisante par les panneaux solaires, j'en ai mis beaucoup, c'était un gros investissement. C'est les revenus de mon livre, la première année d'ailleurs, donc voilà. Et donc pour l'énergie, c'est assez bien mis en place, d'autant que dans un milieu, vous voyez, il y a des forêts autour, il y a quand même pas mal de bois, et donc le chauffage à bois peut servir, et donc à très long terme, ça reste une bonne solution. Point numéro 5, donc chauffage, énergie, je suis quasiment à 100% de ma préparation. Nourriture et hygiène, je dirais 50%, et je vois pas comment, en tout cas en hygiène, on peut arriver à plus, à moins d'être médecin ou chirurgien, et encore, ou alors excellent dans la connaissance des plantes médicinales, chose sur laquelle je travaille aussi. Et donc ça fait partie des compétences à acquérir, des compétences, des formations pour tout. Le tir, les plantes, la médecine, le potager, l'agriculture, donc toutes ces compétences, les compétences physiques aussi. J'ai la chance, justement, en ayant repris une activité physique assez intense depuis 2 ans, je pense que j'ai jamais été avec une aussi grande force musculaire et agilité et souplesse et endurance. Donc je suis vraiment content d'où j'en suis et je sais d'être très loin de l'objectif où je veux aller.
Donc c'est pas mal. Donc tout ça, c'est la compétence que vous allez acquérir, les livres que vous allez lire, stocker, l'apprentissage que vous allez faire. Notamment, par exemple, j'ai mis dans le grenier des caisses avec des livres que j'ai envie de transmettre à mes enfants quand ils seront adultes. Donc ça va des livres qui sont tout à fait des bijoux de la littérature, ça va des livres qui font réfléchir, 1984 d'Orwell par exemple, mais pas que, aussi des livres de connaissance de soi, de gestion des relations hommes-femmes, enfin, des livres qui me paraissent fondamentaux pour qu'un jeune homme ou une jeune femme, lorsqu'il a 16-20 ans, puisse commencer à lire et peut-être comprendre et en fait lui accélérer son processus d'apprentissage, donc un leg culturel que j'ai envie de faire à mes enfants. Et puis dans mes bibliothèques qui sont vastes maintenant, qui sont finies, donc je peux enfin ranger mes livres, des livres qui me plaisent, qui me divertissent, mais surtout des livres fondamentaux de la culture, essentiellement occidentale pour moi. J'ai beaucoup de littérature française, italienne, anglaise, russe, euh, mais aussi des livres qui nous permettent d'acquérir des compétences, parce que je ne peux pas tout emmagasiner, et je ne peux pas nécessairement, et je n'ai pas la garantie d'être là pour transmettre tout. Donc, avoir des livres sur tout, le potager, le rechargement des cartouches, la chasse, l'agriculture, voilà, énormément de compétences que l'on essaye d'acquérir et transmettre. C'est très important, le chapitre 5, sur les connaissances et les compétences. Ensuite, sur la défense, ben là, j'ai fait beaucoup de progrès, puisque j'ai suivi énormément de cours. J'essaie de devenir, c'est un travail aussi qui n'en finit jamais, mais j'essaie de devenir instructeur de tir. Donc ça me permet de transmettre ces compétences à d'autres et aussi d'organiser, si nécessaire, la défense, bien sûr, de la base autonome durable, mais de la région avec d'autres. Et ça aussi, parce que dans le cadre de mon pays, la Suisse, qui a cet esprit d'armée de milice, je veux faire ma part, même si je suis âgé maintenant, eh bien, peut-être que nous pouvons un jour, si le besoin est là, si l'État, le Suisse, si la Confédération qui représente le peuple, nous le demande, eh bien, monter des milices pour protéger les arrières du pays, les montagnes, les cols, etc., cette région, alors que l'armée suisse, si elle est encore là, et on espère qu'elle est encore là, peut-être protège les frontières et les grandes villes, et organise peut-être une certaine logistique. Donc cette approche de défense, elle va loin, ce n'est pas juste j'apprends à me défendre, bien sûr c'est important, j'apprends à défendre ma maison, j'apprends à défendre ma famille, je leur enseigne aussi à eux de se défendre, c'est pas que les armes à feu, c'est aussi peut-être les arts martiaux, c'est aussi le respect de soi-même et de son corps, c'est énormément de choses, c'est un sujet très vaste, vous le savez, euh, sujet dont les journalistes, vous le savez, s'intéressent uniquement à montrer votre fusil, votre pistolet, mais en réalité qui touche toute une philosophie, par exemple en ce qui me concerne, de pacifisme. Moi je dis toujours, je suis un homme pacifique, mais je ne suis pas non-violent, c'est-à-dire que moi je ne vais jamais aller emmerder mes voisins pour leur amener, je sais pas, ma religion, mes croyances, ou piller leurs ressources, ça ne m'intéresse pas. En revanche, si l'ennemi, l'étranger, le voisin vient chez moi, il me trouve. Et il va me trouver organisé, formé, équipé et mentalement prêt. Et donc cette approche, et ça doit être quelque chose, c'est pas une préparation genre, ah ouais, dans 2 ans il y a la guerre. C'est la guerre, elle peut commencer maintenant. Vous devez être prêt. Vous devez avoir vos affaires, votre prête et vos compétences acquises. Et c'est ça être un vrai guerrier. C'est ça être un héritier de la Grèce. Et la Grèce, c'est pas que la démocratie, c'est pas que une certaine philosophie, c'est aussi Sparte. C'est aussi ça, être héritier de la milice nord-italienne, des villes italiennes, de la milice suisse d'aujourd'hui, euh, des gendarmes français, des nobles qui étaient libres parce qu'ils pouvaient se défendre. Et cette approche, pour moi, elle est fondamentale et je vous encourage vraiment, si vous êtes sceptique par rapport aux armes à feu, aux armes, de vraiment réfléchir à ce que ça veut dire la liberté. Est-ce que la liberté, c'est être protégé par un État vers lequel vous devenez donc dépendant, ou est-ce que la liberté, c'est savoir être maître de vous, et donc de savoir vous défendre si quelqu'un vous emmerde? Réfléchissez vraiment à la chose. Si à la fin vous pensez que vous êtes à la fois pacifique et non violent, bah, j'espère qu'il n'y a personne qui vous cherche des problèmes, parce que le jour où il y a quelqu'un qui vous emmerde, il gagne. Et s'il gagne, c'est probablement votre mort, et celle de votre famille et de vos enfants, ou la perte de ressources qui sont peut-être vitales, et donc peut-être la mort. Point numéro 7, le point le plus difficile toujours. Donc pour la défense, on n'est jamais prêt à 100%, mais je dirais que je suis prêt à 80%.
Le point le plus difficile, c'est le point numéro 7, le lien social. Vous le savez, c'est ce lien entre les gens, avec votre famille, avec vos voisins. Euh, Moi, je suis un produit des années 80, 90, 2000, donc un individualiste, un égoïste à la base. Et donc, j'ai dû me faire violence, faire un effort pour aller vers les autres, mais même y compris envers mes enfants. Ils m'agacent tout le temps, j'ai toujours ce réflexe de chaque fois qu'ils pleurent, qui m'énerve. Mais en fait, voilà, c'est des enfants, donc même au sein de ma famille, j'ai dû développer un peu d'humanité. Donc c'est pas évident de redevenir un être humain lorsqu'on a été longtemps un individualiste, égoïste, hédoniste même. Et donc j'ai gardé que la gourmandise de ça. Mais enfin, une petite dose d'égoïsme, c'est vital, c'est même important à la survie, mais il faut qu'on aille vers les autres. Pas n'importe qui. Et c'est là où l'erreur du progressisme et finalement ce qui est devenu la gauche et ce qui est devenu cette catastrophe qu'est le gauchisme, c'est d'imaginer que tout le monde est égal et que tout le monde mérite. Non, les êtres humains ne sont pas égaux, je l'ai déjà expliqué plein de fois. Lisez ma préface dans le livre de Jack Donovan, La vie virile, si vous voulez savoir ce que je pense sur ce sujet. C'est genre ce que je dis est normalement scandaleux dans le monde d'aujourd'hui. Mais en gros, on n'est pas les mêmes. On n'est pas Et puis, un mec qui est loin, j'en ai rien à foutre, hein, alors qu'un mec qui m'est proche, je l'aime. On n'est pas égaux. Est-ce qu'on devrait être égaux en droit? Mais non. Les gens qui sont dans mon pays, ils n'ont pas les mêmes droits que les gens qui sont dans un autre pays. Les autres qui sont dans un autre pays, quand ils viennent chez moi, ils n'ont pas les mêmes droits. Mais c'est quoi cette idée d'égalité? Je réfléchis ces 2 secondes. Je veux dire, en 2 minutes, ce concept d'égalité en droit ou égalité des êtres, il se démonte par l'observation de la nature, par l'observation de la réalité. Alors vous pouvez croire que ouais, tout le monde est égal, mais ok, bah partage tes gonzettes, tes filles avec un bus de mecs qui débarquent de je ne sais où. Puis on verra bien si t'es content ou pas. Alors après, il y a les fous, hein. Il y a des mecs qui disent ah oui, mais moi je suis content parce que ma fille, elle est partie vivre, elle se met une burqa ou je sais pas quoi. Mais très bien, mais fais comme tu veux. Rien à foutre de toi. Mais moi, je fais un effort pour que les gens autour de moi qui me sont proches, je les considère comme des égaux. Mais pas les gens loin. Les gens loin, j'en ai absolument rien à foutre. D'ailleurs, vous qui me regardez, vous êtes loin de moi, j'ai rien à foutre de vous. Non, mais vous me comprenez, je plaisante, mais vous comprenez un petit peu le concept. Et donc, je me suis fait violence, et donc j'ai repris un. Et ça mène des bons résultats, parce que finalement, j'apprécie ma belle famille, j'apprécie pas mal de gens dans ma famille, pas tous, mais certains, certaines. Après, le, la famille, elle est étendue, c'est-à-dire on a des amis aussi. Alors, avec les années, vous le savez, hein, quand vous vieillissez, les amis, ils se comptent pas sur les doigts d'une main, ils se comptent sur les doigts d'une moufle. Mais ces amis, ben aussi, on les travaille, certains on les perd, d'autres on en gagne de nouveaux. On a aussi des connaissances nouvelles qui viennent, des connaissances qui sont valables. Il y a des gens que je connais, je ne peux pas les considérer comme des amis, parce que je les connais depuis pas très longtemps, puis que je ne les ai pas vus souvent, mais je sais que c'est des gens valables. Ce sont des gens qui j'ai confiance. Comme lorsque vous avez des collègues au travail, vous avez des collègues valables et des collègues débiles. Bon, ben, les débiles, vous êtes obligés au travail de bosser avec. Moi, en l'occurrence, non, je rencontre des gens, la plupart sont vraiment des gens bien. Parmi eux, il y a des gens valables et qui ont fait l'effort de se rapprocher de moi, j'ai fait l'effort de me rapprocher d'eux, dans ma vallée, chez mes voisins. On a mis en place des échanges, voilà, ils font venir des vaches sur mon terrain, dans mes tables, en échange de quoi simplement ils sont sympas avec moi et c'est déjà suffisant pour moi. Et en échange de quoi peut-être ils me filent du lait, bon, moi je suis pas un consommateur de lait, mais ils me filent du fromage ou par exemple simplement des services, ou quand je suis en voyage ils gardent la ferme quand je suis pas là, etc. Donc il y a toute cette mise en place dans le village, dans la vallée où je suis, qui est un travail très très long. Et je dirais que là, je suis à peut-être 10-20% de la préparation du lien social. Euh, alors parfois, être entre guillemets, avoir une toute petite célébrité, ça sert parce que les gens ils viennent vers vous, mais aussi ça peut desservir parce qu'il y a des gens qui ont vu un reportage à la télé et évidemment tout ce qu'ils ont vu c'est le stock de conserves et les armes. Alors pour certains ça fait peur, pour d'autres ils se disent c'est quoi ce fou. Bon, bah, j'y peux rien, donc je ne peux que leur montrer par mon comportement. J'espère et qu'ils perçoivent que je le souhaite, que je suis un citoyen responsable. Après, la mise en place d'une équipe, c'est toujours compliqué. Les personnes avec qui vous démarrez, c'est pas forcément les personnes. Les gens se séparent, les couples se font, se défont, les gens déménagent. C'est la vie. Et donc c'est quelque chose qui est dynamique. Il y a des gens qui sont voilà, qui se disent voilà, alors on est d'accord, s'il y a un problème, je viens chez toi, je stocke du matériel chez toi. Et donc voilà. Et puis ensuite me disent bah voilà, je me suis marié, je suis parti en Nouvelle-Zélande, je vais partir en Nouvelle-Zélande, bah tant pis, au revoir.
et bonne chance, et sans doute c'est un endroit excellent d'ailleurs pour les années à venir. Mais voilà, tout d'un coup, je perds une personne qui était importante dans mon équipe, donc je dois la remplacer. Et au-delà de l'aspect purement intéressé de la chose, il faut que je trouve quelqu'un qui ait les compétences, mais qui soit aussi d'une personnalité qui me plaise et surtout sur qui je peux compter en cas de coup dur. Donc ça, c'est très, 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 très difficile. Donc je suis pas en train de faire un recrutement, mais simplement sachez que voilà, ben, les équipes, elles bougent. Euh, Puis, ben, j'ai aussi, ben, quand je parlais des médias, c'est clair que j'ai aussi souffert, enfin, entre guillemets, je ne sais pas souffert moi, mais c'est clair que par exemple, le fait d'avoir fait une conférence, enfin, deux conférences avec, par exemple, Alain Soral, j'ai eu quelques-uns de mes clients, alors pour pas le cacher, c'était des Israéliens, qui à la suite de ça m'ont dit, écoute, voilà, les gens autour de moi, ils savent que je bosse avec toi, ils t'ont vu en conférence avec ce type, ben nous, alors voilà, on peut plus travailler avec toi. Tant pis, tant pis pour eux, et peut-être que mes compétences pouvaient leur servir. Moi, je trouve que c'est un peu réducteur comme approche, mais enfin, voilà, j'y peux rien. Et je suis pas du tout, je regrette pas, ni, voilà, je fais ce que je dois faire euh, pour toucher les gens, etc. Mais voilà, c'est un exemple de comment les choses vont et peuvent se défaire. Alors peut-être que la fait de se préparer, ça fait peur à certains. Peut-être qu'ils s'imaginent que quelqu'un qui se prépare, qui a des armes à la maison, qui a des stocks, c'est potentiellement un terroriste. Ben, j'imagine que ça doit rentrer dans l'esprit peut-être de la police, et je sais que vous me surveillez, et vous avez raison. Quelque part, vous avez raison, parce que peut-être que demain, je rejoins, je sais pas, les scientologues, et je décide qu'il faut faire l'Armageddon, enfin, j'en sais rien, un truc con. À ce moment-là, et si je mets sur Facebook, demain, je vais aller flinguer tous les hommes politiques de France parce que c'est des enculés, ben, forcément, à ce moment-là, bah, vous intervenez chez moi pour me mettre une camisole de force et me confisquer mes armes. C'est logique. Mais en même temps, comme je ne le fais pas et que je respecte la loi et que tout est en règle, etc., eh bien, vous me surveillez, vous savez que je suis en règle. Je sais que certains d'entre vous euh, euh, font également les mêmes préparatifs que moi. Et c'est normal et c'est très bien. Donc, je vous salue en France, en Suisse et ailleurs. Euh, et c'est logique, ceci. Donc, voilà. Donc, le lien social, il va très, très loin. Surtout, j'ai été ravi de rencontrer des gens à travers la France, à travers maintenant l'Italie, à travers plein de pays, et avec les versions internationales du livre, ça permet aussi d'échanger. Donc ce lien, il est aussi, quand je dis que je plaisantais quand je disais si vous êtes loin, je n'ai rien à foutre de vous, c'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait on se rencontre et on passe des bons moments, et quand on se rencontre et qu'on passe des bons moments, on partage aussi des trucs, des astuces. Qu'est-ce que tu utilises dans ton jardin? Ben, moi je suis dans les Pyrénées, je suis en montagne, j'utilise telle plante, telle graine, tel légume, tel fruit, ça marche bien. Est-ce que tu m'en filerais? Oui, tiens, voilà, je te file des graines, puis moi je t'envoie par poste des autres graines. Et en fait, on est en train de faire aussi une mini économie parallèle qui est minuscule. Je vais voir des gens qui fabriquent du biodiesel, donc on s'échange voilà, du biodiesel, on échange, c'est quelques dizaines de litres, ça reste ridicule à l'échelle de la surveillance ou des taxes ou des choses comme ça. Mais néanmoins, ça permet aussi de mettre en place des réseaux. Alors ensuite, il y a ce fameux espoir, ce Graal, qui est le réseau de base autonome durable au cas où on a besoin de se soutenir les unes des autres contre toutes sortes de, de dangers, y compris des guerres, s'il faut faire de la résistance pour défendre notre pays contre des ennemis extérieurs ou intérieurs, hein, on en a déjà peut-être parlé. Mais enfin, ce réseau de base autonome durable, il est aujourd'hui encore embryonnaire. Des bases autonomes durables, il y en a plein, il y en a des milliers en France, il y en a des centaines ici en Suisse. Enfin, il y en a vraiment plus de gens qu'on le pense qui ont lu mon bouquin, qui surtout, et ça me fait plaisir, font le travail de se préparer, de mettre en place ce qui est nécessaire. Mais le réseau entre tout ça, c'est compliqué et ça prendra encore beaucoup de temps. Donc ça, on n'y est pas encore, mais ça fait partie du lien social. Et donc, pour conclure, en 10 ans, le travail que j'ai fait, parfois, justement, quand je range les caisses remplies de vêtements, et que je me rends compte à quel point la cave est pleine. Par exemple, j'ai le grenier rempli de vêtements chauds pour l'hiver, etc., pour différents âges, pour les enfants, etc. Pardon. Eh bien, je me rends compte que ça a été un travail colossal. Et je veux pas Ça m'a pris 10 ans pour en arriver à un niveau où je suis, en gros, je dirais à 50% de ce que je voudrais faire, même plus que 50% de ce que je voudrais faire. 100% pour l'eau, peut-être 50% pour la nourriture, 50% pour l'hygiène. Je dirais 80-90% pour l'énergie. Les connaissances, c'est jamais. On est toujours à 5%, on est toujours avec le monde de connaissances à avoir. Enfin, je sais pas, au hasard, je dirais 50%. Et puis 80% pour la défense, et puis peut-être 10, 20, 30% pour le lien social.
bon, c'est déjà beaucoup de progrès. Et puis, voilà, peut-être qu'il n'y a pas de crise qui arrive, ni demain matin, ni cette année, ni dans 10 ans. On est aussi dans l'hypothèse que finalement, on s'en sort, et on s'en sort sans avoir besoin de tout ça. Mais à la limite, c'est tant mieux. Tout d'abord, c'est clair, tant mieux, parce que ces crises, elles vont être terribles, et j'ai pas envie de, franchement, j'ai pas envie de les vivre. Je suis pas comme souvent ces adolescents qui se disent ah chouette, ça va être la fin du monde, on va pouvoir s'amuser. Non 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 non, ça va pas être amusant, ça va être tragique. Vraiment, ça va être tragique. Quelles que soient les crises, les petites, les grandes, votre maison brûle, c'est tragique. Vous êtes en guerre, c'est tragique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec cette agression, enfin cette guerre, c'est pas le sujet, cette guerre en Ukraine ou en Irak, c'est démoniaque, c'est tragique. Au Congo depuis des années. Bref, cette préparation, elle avance. Et je vous encourage à votre rythme, avec vos moyens, également de faire la vôtre, de vous préparer. Et puis, quoi qu'il arrive, la qualité de vie, quand vous êtes sorti du système de la machine, elle est tellement géniale que c'est quand même, ça en vaut la peine. Donc voilà, 10 ans, je pense qu'on ne se verra pas dans 10 ans, parce que je pense que ce sera fini. Ça, c'est mon avis, c'est mon hypothèse. J'espère pas, mais je le pense. Mais en tout cas, je vous encourage de vous préparer. Ne stressez pas, pas de panique, pas de paranoïa. C'est une approche en réalité très basée sur une certaine philosophie. Et donc, à bientôt.